Notre histoire parle de Zheng Jiuzhu, qui sera impliqué dans de nombreux incidents curieux et secrets, qui traversera un chemin difficile et révélera tous les secrets qui l'attendent. En le connaissant, vous pouvez apprendre qu'il était auparavant pompier et que ses parents ont quitté ce monde il y a 15 ans à cause d'un accident, un incendie. Quelques années après la tragédie, le jeune homme décide de devenir lui-même pompier et de lutter contre ce qui tue cruellement des vies, laissant derrière lui des gens comme lui-même. Pendant longtemps, l'homme marchait vraiment vers la mort, se sacrifiant pour le bien d'autres personnes sans défense. Mais maintenant, il a pris sa retraite et a fait la paix avec son pire et plus puissant ennemi, le feu. Étonnamment, après plusieurs années de lutte contre l'ennemi le plus terrible et le plus brutal, il a ouvert son propre restaurant de barbecue, mais parfois, tout ce qui est ancien nous rappelle encore ce qu'il est, et des créatures inconnues lancent des attaques. Et derrière tout ça, il y a quelqu'un qui ne devrait pas exister sur cette terre, mais qui, pour une raison inconnue, y est. Il commet des méfaits, tue, détruit. Serait-ce la flamme sans limite qui s'est enfin réveillée? Et lorsque la poussière retombe, il semble que seul le Créateur lui-même puisse contrôler la vie des autres. Mais notre personnage principal est spécial et après un certain temps, peut-être, tous ses secrets seront révélés, des secrets qu'il ne connaît pas lui-même. Mais le destin lui a préparé beaucoup de choses intéressantes et maintenant sa vie va changer, une fois pour toutes. L'établissement que le personnage principal a ouvert était un endroit assez connu qui comptait pas mal de clients, ce qui ne pouvait évidemment pas ne pas plaire. Le personnage principal ne travaillait pas 24 heures sur 24, donc parmi les nombreuses voix, l'une d'elles annonçait déjà qu'il serait bientôt à la maison. Le personnage principal parlait à sa bien-aimée tout en enfilant sa veste. Ils avaient un rendez-vous important avec la jeune fille aujourd'hui, alors il ne pouvait pas être en retard. Il avait déjà pris le cadeau qu'il avait préparé pour la fille, tout en continuant à parler au téléphone. Une fois la conversation terminée et le rendez-vous fixé, il était temps de me dépêcher d'aller voir ma fille bien-aimée. Le personnage principal rayonnait comme un enfant rien qu'à l'idée qu'il allait bientôt voir Sin-Shin. Son humeur était tout simplement excellente. Probablement la dame qui attendait son petit ami n'était pas de pire humeur. L'attention du gars a été attirée par un message qui venait d'apparaître sur l'écran principal, provenant d'un chat à 9 vies. Une personne anonyme a envoyé une photo qui a suscité l'intérêt du gars, et peu importe comment ils l'ont averti que les fichiers ou les photos inconnues ne devaient pas être ouverts, le gars était tout simplement trop intéressé. Le coffret cadeau qu'il avait précédemment jeté et attrapé tomba au sol avec fracas, et le visage du protagoniste pâlit à cause de ce qu'il vit. La photo représentait son père, décédé depuis longtemps. La première chose qui m'est venue à l'esprit était une nouvelle forme de fraude. Une voix féminine dit que son père était au temple de Loan et que si le protagoniste arrivait à temps, il pourrait peut-être le voir lui-même. En plus du message vocal du chat aux 9 vies, une autre vidéo m'a fait réfléchir. C'est peut-être vrai? Ces vidéos, l'étrange message vocal, tout semblait suspect, mais très plausible. Si au départ, alors qu'il tournait le dos à la caméra, on pouvait penser que l'homme lui ressemblait simplement beaucoup, le plan suivant était vraiment surprenant. Dans l'image suivante, le visage de l'homme s'est tourné vers la caméra, et qui diable, à part le fils de l'homme, pouvait reconnaître son père? Une question lui trotte dans la tête. Est-ce possible? Une personne morte, brûlée vive il y a de nombreuses années, peut-elle se retrouver ailleurs tout en étant déjà pleinement vivante? Et s'il était vraiment vivant? Et si le personnage principal avait vraiment l'impossible chance de retrouver son père? Mais qui a besoin d'envoyer une chose pareille? Comment la personne qui a envoyé la vidéo connaît-elle son père? Où a-t-elle trouvé ses données? Une vieille photo d'enfance lui revint en mémoire, où il voyait clairement le portrait de son père au-dessus de la croix, au-dessus de son propre cercueil, dans lequel, avec une probabilité de 100%, son corps non vivant aurait dû se trouver. Sans ramasser son cadeau, le gars s'est mentalement excusé auprès de sa fille bien-aimée. Il avait besoin de savoir si son père était en vie. Il savait où se trouvait Loan. Il le savait parce qu'il y était déjà allé, ce n'était pas le meilleur endroit. Quand on vient ici la nuit, ça a l'air effrayant. Le gars se souvenait de l'époque où il travaillait encore comme pompier et il y a plusieurs années, il était déjà venu ici, combattant le feu. C'était une bataille glorieuse. C'était étrange de revenir ici en pensant que son père mort dans les flammes aurait pu être ici. C'était difficile à croire, bon sang, d'où pouvait bien venir son père? L'homme mort il y a 15 putains d'années, mais qui me rappelait encore mystérieusement lui-même aujourd'hui. Il n'était pas étonnant que lorsque le gars est entré, il n'y avait personne, même si quelque part au plus profond de son âme, l'espoir n'avait pas disparu, la photo ne semblait pas fausse,
Et de toute façon, qui avait besoin de plaisanter sur le personnage principal comme ça? En grognant, le garçon comprit qu'il commençait à être rongé par le sentiment d'avoir été trompé. Tout était trop calme et étrange. Il était venu ici en vain et n'avait même pas prévenu la dame de son cœur qu'il risquait de ne pas rentrer ce soir-là. Il ne viendrait probablement pas car le trajet aller-retour était assez long. Le jeune homme errait dans les couloirs et à chaque pas son espoir s'estompait, jusqu'à ce qu'il entende des sons étranges qui ont immédiatement attiré son attention. Pour une raison inconnue, il y avait beaucoup de livres par terre, empilés, vieux et un peu défraîchis. Mais à qui appartenaient-ils? Pourquoi étaient-ils là? Ce qui était le plus étrange, c'est qu'à côté des livres, il y avait des bougies, et elles brûlaient. De plus, elles brûlaient avec une flamme bleue, pas rouge, pas jaune, pas orange, mais bleue. Et pas seulement des bougies, parmi elles se tenait une sorte de créature ressemblant à un humain. Des bougies, beaucoup de bougies, et un dessin incompréhensible de quelque chose de noir sur le sol, quelque chose comme un pentagramme. Une créature, un humain, un homme était au centre de tout cela. Alors peut-être s'agit-il d'une sorte de rituel, mais pourquoi cet anonyme a-t-il écrit cela au personnage principal? Le père n'est pas là, donc il va se passer autre chose. En regardant le corps de l'homme, on pouvait remarquer qu'il n'était clairement pas en bonne santé, trop maigre et affaissé. Le gars grimaça à cette vue car cela ne ressemblait pas à une vraie personne vivante. C'était mince, grand, debout parmi les bougies, accomplissant un rituel. Peut-être veulent-ils entraîner le personnage principal dans une sorte de secte? On dirait bien que c'est ça, clairement pas autre chose. Alors que l'homme ne l'avait pas remarqué et qu'il était encore possible de partir tranquillement, le protagoniste décida de profiter de cette opportunité en retournant d'où il venait. Alors qu'il marchait, le téléphone a sonné, ce qui était très inopportun. Avant qu'il ne quitte la pièce, on ne sait jamais, peut-être que cette créature l'entendrait. Xing Shen a appelé, il était déjà tard, elle était vraiment très inquiète pour ce gars. S'il n'avait pas décroché le téléphone, cela n'aurait été que pire. Sa conscience l'aurait mordu et il était déjà en retard, et l'ignorer était une mauvaise idée, quelle que soit sa situation. La fille dit quelque chose, mais le garçon expliqua immédiatement que tous les détails seraient discutés lors de la réunion, car il ne serait pas très pratique de discuter maintenant. Alors que le personnage principal voulait partir discrètement, quelqu'un bougea de sa place. La jeune fille a demandé à son amant de faire attention sur le chemin du retour, ce à quoi il a répondu tranquillement qu'il avait donné sa parole de faire attention. Quand il a dit cela, il était déjà presque à la sortie. Et dès que le gaz a raccroché et mis le téléphone dans sa poche, les bougies avec leurs flammes étranges se sont éteintes, et quelque chose a commencé à se produire derrière lui qui a fait regarder le personnage principal en arrière avec horreur. Presque tout était en place, des bougies, des dessins, des choses rituelles étranges, mais une chose donnait la chair de poule au gars. Cet homme étrange et mince n'était pas là où il était, n'était pas du tout en vue. Alors que le gars regardait en arrière pensivement et un peu effrayé, cette même créature terrible et incroyablement méchante était à côté de lui, ou plutôt elle était maintenant suspendue au-dessus de lui derrière son dos, attendant que le personnage principal fasse attention. Et quand une goutte d'un étrange liquide noir tomba sur le sol, ne ressemblant ni à du sang, ni à de l'eau, ni à quoi que ce soit que le gars ou vous et moi connaissions, c'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa qu'il devait regarder dans une direction différente de celle où il regardait maintenant. Le personnage principal n'a pas eu le temps de réagir par une quelconque action. Il a seulement tourné son regard choqué vers l'endroit où se trouvait la créature, et dès qu'il fit cela, une main terrible et fine, de couleur bleue ou violette, avec d'énormes griffes acérées, s'éleva dans les airs. Seulement ce n'était certainement pas une manucure, c'étaient ses propres ongles, avec leur propre design, pour ainsi dire, terrifiant. Le gars a eu de la chance d'esquiver, même si la créature a quand même réussi à frapper l'estomac du protagoniste avec ses griffes, grattant son t-shirt et attrapant sa peau. Et tandis que le soi-disant cadavre ambulant courait, le jeune homme sauta complètement en arrière, essayant de suivre du regard chaque action de la créature. On ne sait jamais si elle était liée au diable lui-même. À l'endroit où la créature avait blessé le protagoniste avec ses griffes sales et acérées, une petite blessure était désormais visible, ce qui provoquait une sensation de picotement désagréable. Là où les yeux auraient dû être, il y avait des trous noirs d'où brillait quelque chose d'effrayant, et le personnage principal ne pouvait pas vraiment comprendre ce qui se passait, qui il était, et comment le gars lui-même était connecté à tout cela. Zhang fixa, stupéfait, le monstre humanoïde qui se tenait devant lui. À son tour, celui-ci, visiblement peu enclin à reculer ou à se rendre, réalisa qu'il n'était plus debout, mais à quatre pattes,
ce qui, vu sa silhouette et son état, paraissait terrible. D'après les mains, il était clair que même s'il s'agissait d'une personne, il s'agissait soit d'un cadavre possédé, soit d'un sectaire, soit d'un toxicomane doté de capacités surnaturelles. Et elle ne voulait qu'une chose, la mort du gars qui, malheureusement, se retrouvait seul avec elle. Avant que le personnage principal ne puisse expirer ou cligner des yeux, le cadavre était déjà à proximité, déjà enragé, volant vers le gars, poussant sa terrible main en avant pour un autre coup. Tout s'est passé si vite qu'il semblait que le gars n'aurait pas eu le temps de dire un mot pendant ce temps. Le monstre a effrontément plaqué le gaz au sol avec ses pattes, lui enlevant toute chance de résister ou même de s'échapper. Alors que le gars sous le cadavre vivant essayait de faire quelque chose, il a, pour une raison quelconque, commencé à tirer sa longue langue, d'où tombaient des gouttes de cette substance. J'en compris que s'il ne faisait rien tout de suite, non seulement il ne partirait pas d'ici vivant, mais son corps ne serait jamais retrouvé de son vivant. Le protagoniste a eu de la chance d'avoir les mains libres, il a donc profité du moment pour saisir la tête de la créature et lui serrer la bouche. Il savait qu'il pouvait faire quelque chose que ce soi-disant cadavre vivant ne pouvait certainement pas faire, alors s'accrochant à cette tête, Zeng frappa son adversaire au front de toutes ses forces. La tête du gars était une noix dure à casser, mais celle du cadavre ne l'était pas. Alors après un tel coup, la créature tomba à genoux, tenant sa tête tout aussi méchante et blessée avec ses horribles mains sales. Finalement, l'homme s'évanouit ou peut-être même mourut, et il tomba avec fracas, vaincu, la tête la première sur le sol. Après telle ou telle chose, le personnage principal avait également un filet de sang qui coulait lentement. S'accroupissant, le jeune homme commença à examiner le cadavre et prit même la main de la créature dans ses mains, surpris qu'une personne aussi douce et chaleureuse soit un homme mort. La seule chose qui manquait était une grand-mère ou une mère avec un enfant hurlant à tue-tête que Zeng avait tué un homme. Le jeune homme s'est immédiatement retourné, commençant à prouver qu'il n'avait rien fait du tout, que c'était de la légitime défense. Mais personne ne l'écoutait plus. Seule la jeune fille a immédiatement appelé la police, se plaignant qu'ils avaient ici un vrai tueur, surpris en train de faire son truc. Et à la fin, peu importe comment il a essayé d'expliquer toute la situation sur place, rien ne l'a aidé du tout. Il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir assassiné un homme, et un policier était assis à côté de lui demandant de temps en temps au gars d'être honnête avant d'arriver au poste. Dehors, la nuit était tombée plus tôt, assez ensoleillée, mais pas pour le personnage principal qui était soit crié dessus, soit simplement invité et sommé de parler honnêtement. Le personnage principal, avec des cernes fous sous les yeux, a dit qu'il avait autre chose à faire que de s'asseoir dans cette pièce, et il n'a pas inventé l'histoire, car tout était vrai, mais pour une personne qui n'était pas à sa place. C'était étrange et complètement incompréhensible. Le policier bondit de son siège et demanda quels autres sorts, pouvoirs, énergies, rituels et capacités existaient. Qui au commissariat croirait à de telles absurdités? Pendant qu'un policier lisait son monologue, un deuxième, beaucoup plus important en statut, entra dans la pièce, annonçant que le temps de ce jeune policier était écoulé. Le jeune policier a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas terminé jusqu'à ce que le second dise que des experts prenaient en charge l'affaire. Lorsque le personnage principal a demandé à nouveau quel genre d'experts ils étaient, on lui a de nouveau répondu d'être honnête et que tout irait bien. Jean roula des yeux avec fatigue, se disant qu'il n'avait même pas réussi à sortir, même si ce n'était même pas sa faute. Pendant qu'il attendait, il s'était déjà installé sur la table, ronflant doucement car la nuit et la journée avaient été mouvementées, et il n'avait toujours pas réussi à simplement fermer les yeux et à faire une sieste de quelques heures. Mais il n'a pas réussi à dormir longtemps, car quelqu'un l'a réveillé en le regardant et en s'approchant. Les pas de cette personne résonnaient dans toute la pièce. Il était difficile de ne pas se réveiller. C'était une femme avec des cheveux violets, de belles lèvres et quelque chose d'intéressant juste en dessous. Un rêve? Ou peut-être pas, c'était trop réaliste. Ce qui a rapidement fait comprendre au gars s'il s'agissait d'un rêve ou non, ce sont les ciseaux dans les mains de la dame, pointus, soit dit en passant. Devant une vision aussi inattendue, les yeux du gars s'ouvrirent d'eux-mêmes et il fronça les sourcils, stupéfait. Y avait-il vraiment une autre bataille? Pourquoi cette fois-ci? Ne voulant pas se retrouver sans yeux comme la créature précédente, le gars a attrapé le poignet et l'avant-bras de la fille, qui contenait l'arme. Le personnage principal a tiré la dame si fort que la chaise a volé sur le côté et a reculé. Le gars a posé les ciseaux sur la table derrière lui et a crié, demandant ce qu'elle faisait. La dame baissa les yeux en souriant. Elle ne répondit pas aux questions de l'homme, mais continua son travail. D'un geste de la main, elle lança un peu ses ciseaux vers le haut, s'échappant de sa position précédente.
Étonnamment, la fille a agi très rapidement et fortement, à tel point que le gars lui-même ne pouvait tout simplement rien faire ni réagir de quelque manière que ce soit, alors que le gars ouvrait la bouche sous le choc. La fille avait déjà coupé avec des ciseaux ce dont elle avait initialement besoin. En effet, elle coupa de petites mèches de cheveux alors que le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait et se laissait donc aller à jurer à voix basse. Lorsqu'il réalisa que tout ce dont la dame avait besoin était une petite mèche de ses cheveux, il ébouriffa ses cheveux avec ses mains avec surprise, puis regarda à nouveau d'un air interrogateur la jeune fille qui partait. Une voix masculine ferme s'éleva de quelque part, disant que le personnage principal n'avait pas besoin de s'inquiéter, car ils avaient simplement fait un test ADN sur lui. L'homme est Lin Wei King, président de l'association de recherche de Jiangcheng. À côté de lui se trouve son assistante Li Taijie, une femme forte de caractère et de force physique. L'expert a déclaré que leur mission principale est de prouver que le personnage principal est toujours humain. Le gars regarda les gens avec stupeur, vraiment surpris que quelqu'un d'autre que lui sache que de tels cadavres ambulants, des zombies, existaient. Lorsque l'assistante de Lee a fait irruption dans la conversation, elle les a informés que les informations suivantes étaient strictement confidentielles. Le défunt était un serviteur du temple de Luohan nommé Xuan Kong. Selon les conclusions de l'examen médico-légal, l'apparence du corps ne peut être expliquée du point de vue scientifique. Lors de la dissection, pas une goutte de sang, ni même une rigidité cadavérique, ni des taches mortelles, ni des organes internes, ni du cerveau n'ont été retrouvés sur le corps du pauvre homme. Au lieu de cela, des motifs ont été gravés sur le corps. Après avoir tiré ses conclusions, l'expert a déclaré que le corps était mort depuis environ une semaine. Apprenant que le corps était mort depuis 6 ou 7 jours, le garçon conclut qu'il ne devait absolument pas être suspecté. L'expert répondit que c'était vrai, qu'il expliquerait la situation à la police et laisserait partir le personnage principal, mais que s'il se sentait soudainement mal à l'aise, il devrait contacter l'assistant de Lee. Le gars a demandé avec choc s'ils avaient maintenant une sorte de virus zombie, car ces deux-là savaient apparemment quelque chose. À cela, l'aîné répondit qu'il saurait tout cela après les résultats de l'examen et commença à partir sans même dire au revoir. Et le gars cria le nom de l'homme après lui, voulant découvrir quelque chose. Seule la femme s'est retournée et a dit que le gars ne devrait pas s'embêter, ils trouveront tout. C'est pourquoi on les appelle des experts. 2 jours plus tard, l'affaire a été classée, c'est-à-dire tout simplement close. Les informations sur cette personne anonyme ont disparu et le gars a finalement été libéré. Et quand on lui rendit le téléphone, la première chose qu'il vit fut une multitude d'appels et de messages manqués de sa bien-aimée. Bien sûr, elle était inquiète, sans aucun doute, et il devait lui dire que tout allait bien maintenant. Et dès que le gars a composé le numéro de la fille, son père a répondu, disant que tout le monde autour savait déjà que le gars avait été arrêté pour meurtre, donc il ne communiquerait plus avec leur fille. Jamais. Il alla au bar et commanda à manger et à boire. Il s'était passé tellement de choses ces derniers temps qu'il aurait voulu s'enfermer chez lui avec une bouteille de whisky et ne plus jamais en sortir. Lorsqu'une gentille fille, une serveuse dans l'établissement du personnage principal, s'est approchée pour demander ce qui s'était passé, il lui a grossièrement répondu de s'occuper de ses affaires. Elle a dit que le gars agissait bizarrement, puis a signalé qu'un nouveau message était arrivé du chat au 9 vis, c'est-à-dire d'une feuille. Il pensait que tout ce qui lui était arrivé ne leur suffisait pas et ils essayaient encore une fois de l'entraîner dans ce jeu, soit dit en passant, pas du tout drôle. Dans l'enveloppe, l'un avec d'étranges hiéroglyphes, le second avec une note disant que les fantômes existent et que le gars devrait prendre soin de lui. Tard dans la nuit, alors que le gars avait déjà décidé de rentrer chez lui, il réalisa qu'il avait trop bu, un peu trop bu. Au moins, il parvenait à tenir debout. Un homme ivre attendait l'ascenseur, d'où une mère et son fils étaient ressortis quelques minutes plus tôt. Leur conversation était passionnante. La femme se plaignait que l'ascenseur tremblait, l'enfant disait que c'était à cause d'une énorme araignée. Oh, quel fantasme enfantin! La femme a dit que l'araignée n'existait définitivement plus pour l'enfant et qu'il ne devait pas s'en faire. Une conversation stupide, mais intéressante. Apparemment, l'enfant regardait trop de dessins animés, c'est tout. Le gars a reçu un appel de l'assistante de Lee, c'était étrange qu'elle ait appelé si tard, mais le gars pensait que peut-être quelque chose était urgent, donc ce serait un péché de ne pas décrocher le téléphone. La connexion dans l'ascenseur était mauvaise et la dernière nouvelle qu'il entendit au téléphone fut la disparition d'un cadavre. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit, mais le personnage principal ne comprit pas vraiment quoi, à cause de la concentration élevée de gaz dans le corps.
À un moment donné, il est tombé au sol et le téléphone est tombé à côté de lui. Au fait, une voix féminine familière provenait toujours du récepteur, demandant si Zheng était toujours là. Lorsque les mots concernant un cadavre lui frappèrent à la tête et qu'un petit filet de sang coula de sa tempe, il ouvrit les yeux avec excitation, se demandant soit à lui-même, soit à la femme qui était encore en ligne, de quel cadavre il parlait. Le gars, qui était sous l'influence de l'alcool, a commencé à s'adresser à la femme et à dire que c'était tout simplement impossible, puis une créature est apparue devant lui. L'ascenseur était en panne, apparemment quelque chose d'étrange se produisait à nouveau, peut-être que cette fois-ci cela finirait comme ça, un poste de police ou pire encore, car il n'était définitivement pas dans une position avantageuse. Une créature terrifiante se dressait devant lui, avec des symboles brûlés sur le corps, grande, mince, avec une sorte de feu à la place des yeux. Ce maudit mort avait l'air bien plus terrible que le précédent, et tandis que le gars, qui cherchait une connexion avec la réalité et essayait de comprendre au moins quelque chose, le monstre avait déjà levé le poing pour frapper en premier, pour détruire immédiatement le gars, puisque cela ne s'était pas produit la dernière fois. Dieu merci, l'adrénaline de ce qui se passait lui a frappé la tête, donc le gars a réussi à esquiver le coup, qui aurait certainement pu détruire sa tête en une crêpe ou la briser en millions de morceaux, c'est-à-dire transformer sa tête en viande hachée. Le gars s'est tourné vers la créature en état de choc. Il savait qu'il allait passer une nuit longue et difficile, à en juger par la façon dont cela avait commencé. Laissant de côté la possibilité qu'il soit à nouveau arrêté, le gars a décidé pour lui-même que s'il ne s'agissait plus d'une personne, mais d'un vrai zombie, alors les gens ne le remercieraient que si le personnage principal, bien sûr, pouvait gagner. Si le gars avait choisi une tactique simple pour se défendre, cela aurait été un combat trop ennuyeux. Alors, pendant que la créature perdait sa garde, lui-même avait déjà frappé. Il y eut un grand fracas, ce qui signifiait que la main du gars n'était pas faible et que le coup était excellent, juste au but. S'il avait battu ce mort jusqu'au bout, il ne serait peut-être pas revenu à la vie. La seule chose qui était effrayante était que ce cadavre était plus stable que le précédent, et l'ascenseur ne pouvait plus le supporter. Il a compris qu'il devait faire quelque chose de toute urgence pour rester en vie. Cependant, le cadavre, qui s'était déjà relevé et se dirigeait déjà vers son adversaire avec une vitesse incroyable, ne lui permettait pas de penser normalement. Le personnage principal n'était pas idiot, alors il s'est poussé du sol avec un pied et a sauté, visant l'autre directement vers la tête du monstre. Et le coup a été encore plus que réussi. Avec ses baskets, il a frappé la créature directement sur la partie frontale et sur le nez. Cela, au minimum, devrait la neutraliser pendant quelques secondes, mais en général, il serait préférable qu'elle assomme immédiatement l'ennemi et l'envoie dans un chaos. Avec cette manœuvre, le personnage principal voulait également sauter dans le trou au-dessus. C'était le seul moyen de sortir de cette pièce fermée. Et, oh mon Dieu, il l'a fait. Une seconde plus tard, il était déjà assis au sommet, ce qui signifie qu'il y a une chance de survie, quelque part autour de 50-50. Mais tout n'était pas si facile et simple. Quand il touchait ce sur quoi il se tenait, une étrange lueur verte apparaissait autour, comme s'il avait activé une sorte de pentagramme. Tout autour était couvert de dessins et de hiéroglyphes, d'où émanait une vive lueur verte. Ce n'était pas seulement étrange, quelque chose de grave était clairement sur le point de se produire. Et à ce moment-là, il sembla que l'homme commençait à comprendre ce qui allait se passer. Il commença à sentir, entendre, ressentir ce qui causait le choc et l'angoisse dans sa poitrine. Zhang tomba soudain au sol, se mettant à hurler d'horreur. Tous les hiéroglyphes semblaient attaquer son esprit, et des sons étranges surgirent dans sa tête, le rendant fou. C'était comme si son esprit et son corps étaient empoisonnés, ils étaient instantanément complètement paralysés, de sorte que le gars ne pouvait ni se concentrer ni se lever, car son corps n'obéissait pas. Mais le monstre n'a pas été assommé, non, au contraire, souriant de contentement, il est lentement sorti de l'ascenseur. À en juger par son corps, on pourrait supposer que le monstre venait de sortir de la tombe et était venu le chercher pour prendre sa place. De sa bouche jaillit un étrange liquide qui s'éleva au-dessus du sol, ou plutôt du plafond de l'ascenseur, créant d'étranges pattes d'araignée autour du personnage principal. On comprend maintenant de qui il parlait. Une énorme araignée dans l'ascenseur. Après avoir évalué la situation, le gars s'est rendu compte qu'il avait déjà dépensé trop de force et d'énergie. Il était même difficile de penser logiquement. Désespéré, il se serait déjà résigné à son sort, mais soudain il se souvint du chat aux 9 vies et de la feuille de papier qu'elle avait envoyée, ou plutôt de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait encore la force de mettre ses mains dans sa poche,
pour le morceau de papier avec le hiéroglyphe qui était dans l'enveloppe. C'est le dernier espoir de vie, le fait qu'il puisse vivre, exister, aimer, ressentir, et ne pas mourir et devenir un zombie. Et oui, oui, ça a marché? La créature s'est mise à fixer la feuille, choquée, sans comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que sa victime avait obtenu? Le gars a commencé à sentir que ça fonctionnait, alors il a continué à appuyer, juste pour que ça se détache enfin. Plus la feuille se rapprochait du visage de la créature, plus elle s'éloignait et grognait, ne comprenant pas quel genre de petite chose puissante et forte c'était. Et le personnage principal, décidant de se lever, appuya presque complètement sur la créature avec une feuille magique, dans l'espoir qu'elle se dissoudrait simplement dans l'air, ou tomberait de l'ascenseur, et que le gars sortirait alors d'ici d'une manière ou d'une autre. Lorsque la feuille tomba directement sur le visage de la créature, celle-ci hurla d'une voix non humaine et terrifiante, comme si des milliers de voix s'étaient mélangées en une seule. Sous l'effet de la douleur brûlante à la tête, la créature recula, s'éloignant finalement complètement de l'homme. Après tout, le chat aux 9 vies avait aidé l'homme à survivre grâce à cette feuille. Comme il y avait déjà un abîme sous l'ascenseur, le zombie est tombé dedans, mais a réussi à s'accrocher à des fils, soit pour essayer de sauver sa vie, soit pour emmener le gars avec lui pour qu'il meure aussi. Le gars a eu de la chance de ne pas tomber avec le zombie et l'ascenseur, car il a attrapé le câble qui retenait l'ascenseur. L'essentiel pour lui maintenant est de s'accrocher, sinon il meurt. Le protagoniste atteignit l'une des portes et tenta de l'ouvrir. Il devait les ouvrir pour atteindre l'étage. C'était son seul moyen de sortir de ce piège si particulier. Et, heureusement, il a réussi à ouvrir ses portes, même si c'était en vérité difficile. Mais ça n'aurait certainement pas fini comme ça, parce que le gars avait déjà tué 2 zombies. Il ne l'aurait certainement pas quitté aussi facilement. Non, jamais. Lorsque le personnage principal ouvrit enfin les portes, il vit devant lui un homme qu'il ne s'attendait pas vraiment à voir ici et maintenant. Son assistante Lee l'attendait déjà et dès qu'elle a vu que le gaz était vivant, elle est immédiatement devenue heureuse. Ils ne purent se détendre longtemps car une autre créature apparut derrière eux, cette fois-ci différente. À ce moment-là, le personnage principal et l'assistant de Lee avaient déjà réussi à s'éloigner de la porte de l'ascenseur, qui n'était plus là. La fille le remarqua immédiatement et sentit la présence d'une autre créature. À ce moment-là, un caillot d'énergie a volé de l'ascenseur vers la tête du gars, et afin de sauver la vie du personnage principal, la femme l'a giflé au visage pour déplacer sa tête sur le côté, et il a eu de la chance. La boule d'énergie a volé juste au-dessus de son corps après que Zeng soit tombé au sol. Et la femme, à son tour, a simplement esquivé. Elle avait fait cela plus d'une fois, alors elle a agi rapidement. L'arme de la femme était dans un endroit légèrement inattendu. Elle a sorti un couteau de l'étreinte de sa jambe, comme si elle était dans un film d'action. L'assistante avait l'air terrifiante, une vraie femme libre, forte et indépendante, et avec un couteau à la main, elle pouvait détruire la créature d'un seul coup. Même le personnage principal, regardant l'aura de la femme, la regarda avec choc, surpris par son pouvoir. Le monstre comprit immédiatement que cette fille n'était pas ordinaire, et exprima même ses pensées à voix haute de sa voix vile. Cette atmosphère tendue a été interrompue par un appel téléphonique, et une voix à l'autre bout du fil a posé des questions sur la situation autour de la fille, et elle a immédiatement dit que le personnage principal était vivant, qu'un zombie était mort et que le second était devant elle. Mais l'attention du gars fut distraite par son propre corps. Soudain, tout lui apparut et une vive douleur se fit sentir quelque part dans la région de la tempe. Lorsqu'il sentit du liquide couler sur son menton, il le toucha avec précaution et vit alors une tache de sang directement sur sa main. Petit à petit, il commença à perdre contact avec la réalité. Lorsqu'il se demandait à haute voix ce qui lui arrivait, sa voix tremblait et ses yeux commençaient à se fermer d'eux-mêmes. Il y a de nombreuses années, le jour où le personnage principal a perdu ses parents, une terrible créature est venue à lui, appelant le petit garçon et déployant ses tentacules vers lui. Étonnamment, le garçon réagit calmement face au monstre. Il le réveilla et le protagoniste, irrité et perturbé par son sommeil, lui demanda qui il était et ce qu'il voulait. La créature n'a pas répondu aux questions, elle a seulement dit que le garçon était spécial et qu'il était obligé d'obéir au monstre. Bien que le bébé n'ait pas eu peur de la créature au début, à mesure qu'elle se rapprochait de plus en plus, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, Zeng se pressa de plus en plus contre le lit dans l'espoir de pouvoir se sauver de cette façon. Il s'est approché du garçon de tous les côtés, effrayant le plus jeune garçon au point de le faire mourir. Mais à un moment donné, effrayé par quelque chose, la créature s'est envolée, retirant tous ses tentacules sur elle-même. Soudain, un feu apparut sur le lit du garçon,
et sur la couverture apparut une sorte de hiéroglyphe brûlant d'une flamme chaude. Il a essayé de résister au feu et de détruire le petit, car de tels pouvoirs chez un jeune homme apparemment ordinaire sont incroyables. Jean pleurait de peur, se recroquevilla quelque part sur le côté, couvrant sa tête avec ses mains, comme si cela allait le sauver. Mais déjà à ce moment-là, lorsque la créature l'a effrayé jusqu'à l'épuisement au moment le plus intéressant, le personnage principal s'est finalement réveillé, le cerveau apparemment n'a pas pu résister à cela. Dès qu'il a réussi à ouvrir les yeux, une petite fille délicate a couru vers le gars et l'a littéralement attrapé. La fille était son amante, incroyablement belle, mais préoccupée par l'état du gars qui était hors de combat depuis hier soir. Le personnage principal n'était plus dérangé par rien. Dès qu'il a vu la douce fille qui s'ennuyait, s'inquiétait et voulait l'embrasser, il a simplement dit que tout allait bien et a serré sa bien-aimée dans ses bras. La fille se serra le plus près possible de son bien-aimé pour sentir la chaleur venant du gars. Elle était très inquiète, attendant, espérant. Mais le gars a été obligé d'éloigner un peu la fille, car pour une raison quelconque, elle avait des ciseaux dans les mains, ce qui lui a désagréablement piqué la jambe. En un instant, le visage de la fille a changé en quelque chose de plus effrayant, et elle a demandé pourquoi le gars était porté dans les bras d'une femme sexy avec de gros seins. Le gars s'est senti malade lorsque la bagarre a commencé, alors il s'est évanoui, et la femme l'a pris dans ses bras, comme si elle était un homme et lui une fille fragile, et l'a amené directement à Xinshin. Le gars a immédiatement dit la vérité, enfin pas toute la vérité, seulement qu'il s'était évanoui, et la fille l'a aidé à rentrer chez lui. Le gars avait des souvenirs de tout ce qui s'était passé hier. Il a dit qu'il y avait eu un accident dans l'ascenseur et que l'assistant de lit l'avait tellement aidé qu'il était en vie, en bonne santé et assis devant la fille. La fille, jetant les ciseaux, se serra de nouveau contre le garçon, s'excusant de son absence. Mais elle avait une excuse. Son père l'avait enfermée à la maison et ne l'avait pas laissé voir son bien-aimé. Le personnage principal, à son tour, serra Xinshin dans ses bras et lui dit que tout allait bien. Il n'a pas réussi à rester seul longtemps avec la fille, alors après avoir profité et profité l'un de l'autre, le gars a accompagné sa bien-aimée jusqu'à un taxi. Xinshin a suggéré de le rencontrer le lendemain, disant qu'elle avait déjà une excuse au cas où son père ne la laisserait pas aller à Zheng. Après avoir dit au revoir à sa bien-aimée, le personnage principal a sorti son téléphone de sa poche pour appeler l'assistante de Lee, qui, comme il s'avère, l'a ramené chez lui dans ses bras féminins. Lorsque l'appel a commencé à passer, une chanson familière est apparue derrière lui, qu'il avait entendue la veille avant de perdre connaissance, et le gars, se retournant, a vu l'assistant de Lee, qui, par miracle, était déjà là. Elle a expliqué sa présence en disant qu'elle ne savait pas si cette chose réapparaîtrait ici. Bien sûr, elle comprenait que le personnage principal commencerait à poser des questions et c'est ce qu'il fit en demandant d'abord qui ils étaient et d'où ils venaient. La fille s'est détournée et a dit que Zheng n'avait pas besoin de le savoir, ce qui voulait dire quelque chose comme « cela ne te concerne pas », mais cela ne le concernait pas non plus. Il avait déjà été attaqué par ces choses 3 fois. Alors que l'assistante de Lee s'apprêtait à partir, Zheng posa sa main sur son épaule, l'arrêtant ainsi. Puis il dit qu'il connaissait un moyen de la faire parler. Quelques minutes plus tard, ils étaient déjà tous les deux assis à table. Devant la femme, il y avait plusieurs assiettes avec de délicieux plats signatures, ainsi que des boissons. Le gars lui a immédiatement dit de ne pas avoir honte de manger. Si elle n'avait pas assez d'argent, il paierait l'addition lui-même. Ce n'était pas difficile pour lui, c'est tout. Elle a mis ses mains sur sa poitrine et a dit qu'elle n'était pas aussi facile à soudoyer qu'il y paraissait. L'homme redevint sérieux en 1 minute et dit qu'il pensait que tout cela était lié à son père et qu'il devait tout comprendre. Prenant une inspiration, l'assistante de Lee dit qu'elle ne savait rien de son père et qu'il ne devait pas s'impliquer dans quoi que ce soit d'autre. Elle n'a pas laissé le gars répondre, elle a juste dit qu'il semblait juste vouloir comprendre à qui il avait affaire et pourquoi ces créatures s'accrochaient à lui en particulier. Le personnage principal a déclaré qu'il était mentalement préparé à tout pendant que la femme ouvrait la bouteille. Il a presque supplié de lui dire quel genre de zombies c'était, ce à quoi il a reçu la réponse qu'ils n'étaient pas du tout des zombies, mais des mangeurs de cadavres. C'est une étrange espèce de créature qui croit au roi des mangeurs de cadavres. Mordikian, aussi connu sous le nom de dévoreur de cadavres aux 1000 bras, a étendu son pouvoir aux 4 coins du monde, tentant de ressusciter son roi. La fraude est la secte la plus puissante parmi les dévoreurs de cadavres, et l'un de ses adeptes, Simo, est récemment arrivé à Jiangsheng. Simo voulait faire de Xuankong, du temple de Luohan, son serviteur, mais le protagoniste Zheng Jiuzhu s'en est mêlé. Xuankong étant marié, Simo va désormais le poursuivre.
Il a donc besoin d'être protégé. Bien que le gars ait dit auparavant qu'il était mentalement préparé, il était maintenant un peu sous le choc, car il avait désormais besoin d'être constamment en sécurité. Tout en versant de l'alcool dans le verre, elle dit qu'il y avait encore une chose, puis rappela au protagoniste qu'il avait déjà combattu Xuan Kong 2 fois et lui demanda s'il avait remarqué que de l'eau noire coulait sur son corps. Le personnage principal, se rappelant qu'il avait réellement vu cette eau noire, demanda ce que cela signifiait. Et après cela, elle a commencé son histoire, répondant ainsi à certaines des questions du gars. La femme commença à raconter qu'il existe de nombreuses versions de ce jour. À l'Est, ce sont les eaux du commencement. Elles nourrissent toutes choses, et c'est extrêmement rare. On raconte qu'un pêcheur, parti en mer, rencontra un vent violent. Il erra alors sur une île où fleurissaient des pêchers, et c'est là qu'il découvrit pour la première fois cette eau noire. Il n'y avait pas un lac entier d'eau noire, non, juste une tache d'eau noire apparaissait parmi l'eau propre et transparente, c'est tout. En Occident, on l'appelle Black Goo. C'est lors de la ruée vers l'or de 1850 que l'eau noire a attiré l'attention des politiques occidentales et a été étudiée pour la première fois par l'humanité. Et après des expériences, on lui a donné le nom de le commencement de tout. Un laboratoire de Fort Delhi a mené une étude et a découvert que la structure des eaux noires n'est pas ordonnée. Ils ont essayé de l'injecter à une personne, voulant voir ce qui se passerait. L'eau noire peut transformer le gène lui-même, soit il évolue, soit il mute. Il y avait au total 7 modèles de ce type, du premier au 7e, la complexité augmente mais les possibilités diminuent. L'apparence de l'homme actuel est associée au type 7, tandis que les monstres sont au type 5. Le personnage principal a ouvert la bouche parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose de vraiment terrifiant aurait pu lui arriver hier. L'assistant de Lee confirma ses dires et dit que s'il avait été infecté cette nuit-là, il serait déjà mort. Il avait donc beaucoup de chance d'avoir cette feuille et cette femme à ses côtés. Avec cette pensée, apparemment assez calmement, le gars a réussi à dormir toute la nuit, et déjà ce jour-là, comme il l'avait convenu avec sa petite amie, ils sont allés dans un endroit intéressant pour passer un bon moment, profitant de la compagnie de l'autre. Finalement, il respira dans son ancienne vie, se souvint de ces jours où il venait de tomber amoureux de Xin-Xin et où ils passaient constamment du temps ensemble et personne ne leur interdisait de se voir. Aujourd'hui, il ne devrait pas présager de problème, du moins l'espérait-il. Mais pour une raison quelconque, après cette conversation, l'anxiété s'installa dans sa poitrine, qui ne voulait pas le quitter un seul instant. Il semble qu'il s'était tellement énervé qu'il a revu cette créature, comme dans ses cauchemars. En y regardant de plus près, l'homme réalisa qu'il n'y avait rien. C'était comme ça, et l'anxiété dans sa poitrine augmenta, parce que le personnage principal s'est fait exploser en regardant par la lunette arrière. La fille s'est réveillée et a demandé ce qui s'était passé. Il a partagé avec la fille qu'il pensait avoir vu quelqu'un dans le tunnel, mais elle a seulement dit que cela lui semblait juste ainsi, qu'il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Il dit alors qu'il avait simplement fait une erreur et pensa qu'il devrait profiter d'être avec la fille et s'inquiéter moins. Mais il sentait toujours la présence de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'était clairement pas une personne ordinaire. Après un certain temps, ils étaient déjà arrivés à Yuking et Xin-Xin désignait un bel arbre, profitant de la beauté de cet endroit. Elle tira le personnage principal vers elle par la main, lui disant qu'il pourrait en faire un vœu ici. Et même si c'était un peu enfantin, c'était très doux et romantique. Après un certain temps, alors qu'il marchait, quelque chose d'étrange apparut devant les yeux du gars. Un homme rondouillard, au sourire étrange, dit que l'âme du personnage principal était vide et que ses yeux étaient sombres. Il ajouta également qu'un nuage noir s'élevait au-dessus de Zheng. Et le gars, fronçant les sourcils, finit de parler à la place du gros bonhomme, en disant que cela signifiait qu'une catastrophe l'attendait bientôt. Ne voulant plus écouter les bêtises de cet homme, il prit la fille par la main et l'emmena loin de là, en disant qu'il racontait cela à tout le monde. Mais l'homme ajouta que le personnage principal avait rencontré un véritable démon et que sa chance était désormais au plus bas. Puis il demanda à Zheng s'il croyait toujours que cet homme était un charlatan. Il a également déclaré qu'une étoile solitaire entrerait bientôt dans sa vie et que tôt ou tard, heureusement pour le gars, il l'aiderait certainement. Et à la fin, il dit quelque chose d'étrange. L'âme s'envola et mourut. Le personnage principal ne comprit pas cette phrase. En entendant tout cela, tout ce qui lui arrivait réellement, le personnage principal frissonna et se retourna brusquement. Après cela, l'homme s'est approché et a poussé un verre d'eau sous le nez du personnage principal. Et après ça, aussi étrange que cela puisse paraître, il s'est mis à raconter des bêtises. Il a dit qu'il vendait une coupe de chance pour seulement $38.
Il a également ajouté qu'à un prix aussi bas, ils ne feront que se promener et se réjouir, et porteront toujours avec eux les sourires les plus sincères. Sans laisser au protagoniste le temps de répondre, il se présenta. Il dit qu'il était taoïste, disciple de Yu Qingguan de la 27e génération. Sa mission était de porter chance aux gens. Après cela, il proposa à Zheng de lui acheter une tasse afin que la chance soit de son côté. La fille, qui savait que le gars n'avait pas eu de chance ces derniers temps, lui a proposé de l'acheter. En expirant, il lui dit simplement d'oublier cela et qu'il devrait y aller, qu'ils avaient des choses à faire avec cet argent. La jeune fille, sans aucune volonté de lutter ou de débattre, déclara qu'il pouvait effectivement partir, tandis que le vendeur croisa les bras sur sa poitrine et poussa un soupir de frustration. Parmi tout cela, la chose la plus intéressante était que le vendeur avait réellement vu un nuage noir planer au-dessus du gars. En fait, il n'était pas seulement une personne simple, mais aussi une bonne personne en même temps. Il dirigea soigneusement son eau derrière l'oreille de Locke pour aider au moins un peu de cette façon. En chuchotant, il a transmis la pensée directement à la tête du personnage principal, afin qu'il soit vraiment plus prudent. Il a déclaré que toutes les personnes proches de lui ne seraient pas en mesure de supporter le fardeau qui pesait sur les épaules du personnage principal. Leur rendez-vous romantique était terminé et alors qu'il commençait à faire un peu sombre, ils rentraient chez eux, toujours en bus. Xingchen, fatigué par la journée, posa sa tête sur l'épaule du gars et s'endormit, et il n'arrêtait pas de penser à ce qui s'était passé. S'il réfléchissait à ce que cette personne avait dit, Zheng aurait dû se tenir à l'écart de Xingchen pour ne pas lui faire de mal. Mais qu'est-ce qui pouvait bien la menacer? Il aimerait beaucoup croire qu'elle n'était pas en danger, que tout cela finirait et que, avec leur bien-aimé, retournerait à une vie normale. Les pensées de la fille l'ont presque quitté lorsqu'il s'est rendu compte qu'elles allaient trop vite. Les images à l'extérieur de la fenêtre changeaient si rapidement qu'il était impossible de voir quoi que ce soit. Il pensait qu'il avait encore une illusion car le bus accélérait et accélérait à chaque seconde, à une vitesse vertigineuse, mais un conducteur surferait-il une telle chose? Il s'est rendu compte qu'il y avait déjà un problème, et apparemment quelque chose lié au conducteur. La fille endormie tomba sur les genoux de son amant, sans pour autant se réveiller pour une raison quelconque. Il remarqua que la fille assise devant s'était également évanouie. Elle était tombée la tête la première sur la vitre du bus. Un message est arrivé sur son téléphone du chat au 9 disant qu'il y avait un problème avec le bus et que le gars devait s'échapper le plus rapidement possible. L'anxiété grandissait en lui à mesure que le bus roulait à toute vitesse. Il ne comprenait pas ce qui se passait et ce qu'il devait faire maintenant. Comment se sauver? Comment sauver les autres? S'étant levé, il déposa délicatement Xingchen, profondément endormi, sur la chaise et décida d'aller voir le chauffeur. Le bus étant en mouvement, il n'avait aucun moyen de se sauver. La seule chose qui pouvait le sauver était d'arrêter le bus. S'accrochant fermement au siège, il commença à crier au chauffeur de s'arrêter et il se dirigea lui-même tranquillement vers lui. Lorsqu'il a réussi à y arriver, il a crié très fort au chauffeur d'arrêter enfin ce foutu bus, mais il n'a réagi d'aucune façon. Alors le gars s'est à nouveau tourné vers le conducteur, essayant d'une manière ou d'une autre d'attirer l'attention sur lui. Imaginez la surprise du personnage principal lorsqu'il a vu de nombreuses égratignures sur le visage du gars, des yeux qui regardaient dans des directions différentes et en général cette terrible expression sur son visage. Zhang s'est rendu compte que le conducteur était contrôlé et qu'il était presque impossible d'atteindre son esprit. Et le bus volait à une vitesse de plus en plus élevée, sans ralentir une seconde, manquant le virage. Le personnage principal a alors été projeté en arrière et s'est cogné le dos contre la paroi du bus. Après cela, il tomba face contre terre, réalisant que s'il ne pouvait pas rester debout, sa petite amie sur le siège arrière n'était pas mieux lotie, et c'était vrai. Il vit sa bien-aimée, la dame de son cœur, qui gisait par terre et n'avait jamais repris connaissance. Lorsqu'elle est tombée, elle s'est cognée violemment la tête, ce qui a provoqué l'apparition de sang sur son front. Le gars, se relevant de la douleur et de la force, se dirigea directement vers sa bien-aimée, s'inquiétant plus pour elle que pour lui-même. Et le chauffeur a continué à crier qu'il allait mourir et que tout le monde allait mourir, qu'il ne laisserait personne survivre. 2 bus, à cause de l'imprudence du conducteur, ont quitté la route et ont commencé à tomber de la falaise. Le gars n'a pas eu le temps d'atteindre la fille, qui a simplement été jetée hors du bus. À ce moment-là, une conversation a commencé entre l'assistant de Lee et l'expert. L'assistant de Lee, pour une raison inconnue, cassa l'assiette de l'experte. Ce dernier leva la tête, surpris, et lui demanda ce qu'elle faisait. En réponse, il apprit que, même s'ils avaient signé un contrat, cela ne signifiait pas qu'elle resterait assise les mains jointes en permanence.
Elle a déclaré qu'elle avait senti que l'odeur du personnage principal avait changé, alors elle a vérifié elle-même les résultats du test ADN au laboratoire et a découvert que l'expert avait falsifié les résultats. L'homme a dit qu'il voulait simplement sauver le garçon. L'assistante Lee a répondu qu'elle s'en fichait et s'est retournée pour aller dans l'autre sens. L'homme s'est précipité vers elle et lui a demandé si elle allait le tuer. En réponse, il entendit que le sens de sa vie était l'exécution de mangeurs de cadavres. Le bus s'est arrêté dans la forêt, avec l'énorme vitesse à laquelle il est tombé. Il a même cassé les arbres qui poussaient là et qui étaient restés tranquillement debout pendant plusieurs années. Le personnage principal a survécu, mais son corps tout entier était transpercé par une douleur atroce. Malgré cela, il a repris ses esprits et s'est rendu auprès de sa bien-aimée, voulant vérifier si elle était toujours en vie. Après tout, elle, sans reprendre connaissance, était allongée sur le sol, si bien sûr on pouvait encore appeler cela un sol. Après l'avoir examinée, il s'est rendu compte que, heureusement, elle n'était pas gravement blessée. Il n'y avait qu'une blessure au front, c'est tout. Le silence à l'intérieur du bus fut rompu par la voix rauque d'un gars qui suppliait le personnage principal de l'aider. C'était le chauffeur, mais cette fois, personne ne le conduisait. Des éclats de verre étaient plantés dans son dos et son bras, et Zeng, pour le calmer, lui dit d'appeler une ambulance immédiatement. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le type fut attrapé par le manche-cadavre. Bon sang, il était là aussi. C'était lui qui avait provoqué tout ce chaos, pour le dire gentiment. Après cela, le personnage principal vit une main suspendue au-dessus de lui, d'où coulait un liquide écarlate, soit du sang, soit autre chose. Ce liquide visqueux coula le long de sa main et directement sur le visage du gars, qui ouvrit les yeux sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. Après le gars, ses tentacules se sont tendus vers Xingxin, s'attachant à sa tête. Le protagoniste a sauté après Xingxin, essayant d'attraper sa jambe, mais n'y est pas parvenu à temps. Il n'avait pas le temps, d'abord parce que la fille était rapidement tirée par des tentacules, et ensuite parce que ces tentacules s'accrochaient à son dos. Sans épargner le personnage principal, les tentacules ont tiré son corps avec une telle force qu'ils l'ont utilisé pour briser la vitre du bus afin de le sortir de l'intérieur. Il essaya de résister d'une manière ou d'une autre, mais les tentacules le tenaient trop fermement et son corps souffrait de douleur. Plus tard, il sentit qu'il avait cessé de voler, comme s'il était tombé dans une toile de ses tentacules. En ouvrant les yeux, il réalisa qu'il semblait être dans une toile. Mais son attention fut attirée par quelqu'un d'autre, alors il tourna son regard dans la direction d'où venait la voix. C'est le propriétaire de ces tentacules, la soi-disant araignée, qui, soit dit en passant, a organisé tout cela, a pris le contrôle de l'esprit du conducteur, a conduit son bus dans cette forêt et a ramassé toutes les personnes dans sa toile. Simo, l'assistant de Lee, lui avait parlé, et ce Simo avait enveloppé tous les passagers du bus dans des cocons et souriait d'un air mauvais. Le protagoniste a crié à haute voix qu'il reconnaissait cette créature, et il a ri, disant qu'il semblait que cette gentille fille, c'est-à-dire l'assistante de Lee, avait dit quelque chose à Zeng à son sujet. Serrant le poing dans lequel il tenait ses tentacules, il tira l'une des personnes vers lui. Lorsque l'homme s'est retrouvé face à face avec ce mangeur de cadavres, le protagoniste a sursauté et a crié à Simo de ne pas toucher d'autres personnes innocentes de quoi que ce soit. Simo porta sa main à la taille de l'homme et appuya avec 2 doigts. La même eau noire coulait de la bouche de l'homme, ce qui était déjà un mauvais présage. Avec de la folie dans ses yeux rouge sang, Simo dit qu'il était temps pour cet homme de devenir l'esclave du mangeur de cadavres et d'acquérir le pouvoir de la foi. Il força cette eau noire dans le corps du pauvre jeune homme et serra plus fort sa main autour de son cou, au point que l'homme devint tout simplement bleu, son visage rempli de cette eau noire et ses yeux se révulsèrent. Le garçon a crié qu'il serait préférable que ce Simo l'attaque plutôt que d'autres personnes innocentes. En réponse, l'homme dit que Zeng n'avait pas à s'inquiéter car chacun aurait son tour. Mais le dernier de la file était probablement Zeng Jiuzhu, car le monstre voulait se moquer du gars, afin de voir comment tous ceux qui étaient vivants perdirent leur âme. Simo, en colère mais en même temps satisfait, s'écria avec un sourire que personne ne serait sauvé cette nuit-là, puis sauta vers la fille, penché sur elle. Et puis il a montré ses crocs, ce qui a fait briller encore plus l'excitation et la folie dans ses yeux. Le gars ne pouvait tout simplement pas laisser ce foutu mangeur de cadavres se moquer de sa bien-aimée de quelque façon que ce soit, mais il comprenait qu'il n'était pas dans une position avantageuse, puisqu'il ne pouvait bouger que sa bouche. Alors que Simo ouvrait la bouche et exposait ses crocs et s'approchait du cou de Xingxin, le protagoniste décida d'utiliser sa bouche et cria, posant une question rhétorique pour savoir si Mordikian était son chef. Le personnage principal a commencé à raconter des bêtises sur la façon dont son chef est apparu dans le rêve d'un gars la nuit dernière
Et maintenant, il ne comprend pas comment on peut croire à quelque chose d'aussi dégoûtant. Et il a réussi à détourner l'attention de Corpse Eater de Xingqin, qui s'est retourné et a dit à Zheng de ne pas l'irriter, car un être aussi important que son dieu ne viendrait pas vers un gars aussi pathétique que le protagoniste. Il ne s'arrêta pas de parler, continuant ainsi à taquiner Simo. Il dit ensuite qu'il n'avait aucune raison de mentir, que le chef des mange-morts avait des antennes comme celles d'un calmar et un visage bosselé, qu'à première vue il avait trop mangé de cochonneries, que son cerveau était sous-développé, alors il s'est mis à inventer toutes sortes de conneries. De tels mots impudents et un tel comportement du gars ont sérieusement irrité Simo, il a ordonné au gars de se taire. Pour l'achever, c'est-à-dire pour rendre l'homme encore plus en colère, il dit qu'il avait ensuite fait bouillir ses moustaches. Elles n'avaient pas l'air très bonnes, mais elles avaient un goût parfait. Puis il remarqua que l'homme, qui était déjà extrêmement en colère, avait attaché ses tentacules à sa poitrine, le tirant vers lui. L'homme a commencé à dire que personne n'avait jamais eu le droit de dire de telles choses à propos de son chef, mais si ce type osait, il regretterait d'être né. Il a attrapé le corps du gars avec ses tentacules et a commencé à le tirer vers lui à grande vitesse afin de le détruire et de lui fermer la bouche. Le gars comprenait parfaitement que c'était très dangereux, incroyablement dangereux pour sa vie. Mais il réussit à libérer une main qui serrait un morceau de quelque chose de pointu, une écharde probablement. Et quand le gars était déjà au-dessus de la créature, il a brusquement écarté ses bras et ses jambes sur le côté, se libérant des tentacules, et a dirigé l'écharde directement dans le visage du cultiste. Mais malheureusement, il n'a pas pu accomplir ce qu'il avait prévu. Et l'homme, se moquant du gars, montra ses dents. Il s'est arrêté à 1 centimètre de l'ennemi, sans attaquer. Il demanda d'un ton moqueur si le personnage principal croyait vraiment pouvoir faire du mal. Puis il dit qu'il ne devait pas se souvenir de son ennemi. Et l'un des tentacules lui transperça la main, dans laquelle se trouvait sa soi-disant arme. Un conducteur qui, même s'il survit, se sentira coupable pour le reste de sa vie. Sa pauvre Xingchen qui souffrait alors qu'elle n'aurait pas dû être impliquée dans tout ça. Il se sentait responsable de tout. Après tout, s'il n'avait pas été dans le bus, tout se serait bien passé. Les tentacules ne retenaient plus le jeune homme. Alors il s'est envolé vers le sol après cette attaque infructueuse. Lorsqu'il atterrit, son corps heurta violemment le sol dur et du sang jaillit de sa main. Il comprit qu'il ne pouvait tout simplement plus bouger. Tous ses os semblaient avoir été brisés plusieurs fois. D'une voix rauque, fatigué de tout, le gars a demandé pourquoi Simo faisait tout ça. Et en réponse, il reçut que le plan par lequel leur chef devait revenir nécessitait beaucoup de consommables. Il a déclaré que c'était un honneur pour le garçon d'être l'un de ceux qui pourraient ramener leur chef. L'homme ne comprenait pas comment un homme pouvait ne pas se sentir dégoûté en décrivant les meurtres. Perdant contact avec le monde, il se vit avec sa petite amie au fond d'un océan dont il semblait impossible de sortir. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était ma bien-aimée, car en substance, si le personnage principal ne fait rien, elle mourra. Elle mourra à cause de son petit ami irresponsable. Même si tout son corps lui faisait mal, il lui tendit quand même la main, dans l'espoir d'un miracle. Au lieu de la fille, quelque chose de rouge est tombé dans sa main. En le touchant, il ressentit de la colère. Auparavant, il avait ressenti de l'excitation, de l'anxiété, de la peur, mais pas de la colère, non. Et maintenant, il était en colère, de désespoir, parce que Simo s'était emparé de lui, de Xingqin et de tant d'autres innocents. L'anxiété intérieure a cédé la place à la colère qui a brûlé toutes les limites de l'intérieur. La colère a brisé les frontières, a éclaté dans la liberté. Et la colère était accompagnée d'un feu sauvage et furieux, même les yeux brillaient de rage. Puis il se sentit omnipotent. Une telle force faisait rage à l'intérieur qu'elle semblait pouvoir résister à n'importe qui, et ce mangeur de cadavres n'était rien ni personne du tout. Simo ne s'attendait pas à cela, n'aurait jamais pensé qu'il verrait à quel point un petit homme apparemment ordinaire, voire pathétique, comme Zheng Jiuzhu avait une telle force. Il a pu se défendre contre l'attaque du mangeur de cadavres, il a pu riposter. L'homme regarda le garçon avec choc, ne s'attendant pas à ce qu'il devienne comme lui, qu'il ait lui aussi des pouvoirs. Mais Simo commença aussitôt à nier, car le personnage principal n'aurait pas résisté, mais se serait rangé à leur côté. Il ne comprenait pas alors ce qu'il y avait dans le corps du garçon, puisqu'il n'était pas un dévoreur de cadavres. Le personnage principal a déclaré qu'il était Zheng Jiuzhu, un pompier ordinaire à la retraite, propriétaire d'un restaurant de barbecue, et qu'il ne savait pas lui-même ce qui arrivait à son corps, mais il avait un désir fou d'épingler son adversaire au sol et de le battre, de lui mettre la merde. Souriant, il cria qu'il souhaitait vraiment la mort de son ennemi et décida d'attaquer à toute vitesse.
Les yeux de Simo, non, même la peur jaillit de ce que le personnage principal pouvait représenter, des pouvoirs qu'il pouvait réellement avoir. Mais tandis qu'il courait, il sentit qu'il n'avait plus de force, que la fatigue l'avait envahi dès qu'il s'était levé, et cette terrible aura qui était la sienne disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il tomba juste devant son adversaire, déçu. La puissance en lui apparut quelques secondes, mais disparut aussitôt, le laissant à nouveau sans défense. Même si la colère et la fureur n'avaient pas disparu, l'horreur était à nouveau un voile devant ses yeux. La peur pour lui-même, la peur pour sa petite amie, la peur pour tous les autres. En riant, Simo dit que le gars perdait juste son temps, il était le même faible qu'à l'origine et il avait trop imaginé. Il plaqua la tête du garçon au sol avec son pied, se préparant au coup qui allait finalement détruire cet imbécile qui jouait au héros. Juste au moment où Simo était sur le point de punir et de tuer le gars pathétique, quelque chose d'étrange s'est produit. À la surprise générale, un étrange lapin est apparu. De petits trous sont apparus sur ses oreilles, ce qui était étrange et incompréhensible pour Simo et Zheng. Et soudain, un lapin tout mignon s'est mis à attaquer. Il a tiré droit sur l'homme, protégeant ainsi le personnage principal. Simo s'éloigna rapidement du gars et commença à se détourner des balles du lapin. Il demanda stupéfait qui c'était et ce qui se passait. Un petit drone a volé vers le gars et une voix surprise s'est fait entendre, qui ne s'attendait pas à ce que Zheng dure si longtemps. Le gars s'est rendu compte qu'il s'agissait du chat à 9 vies et a immédiatement demandé si ces mini-cartouches ne les teintaient pas. Et de près, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'aiguilles venimeuses. Elles l'attaquaient simplement. Ce à quoi il a entendu la réponse qu'il devrait arrêter de poser des questions stupides. Simo a continué à se battre, alors il a créé d'autres de ses tentacules pour se battre. Se mettant en colère, il a dit qu'il détruirait tous ceux qui se mettraient sur son chemin, en particulier le gars qui l'agaçait déjà vraiment, constamment avec des obstacles et des problèmes, afin de finalement le détruire. Puis une question a été entendue provenant du drone demandant si le gars voulait toujours vivre. La réponse a été immédiate et attendue. En regardant toute cette image d'en haut, elle a dit que dans ce cas, il devait faire quelque chose de petit qui lui sauverait la vie. Une très jeune fille, si fragile et douce, avec un joli imprimé sur son t-shirt, tenait une arme sérieuse dans ses mains et, souriant, disait qu'il avait juste besoin de se baisser. L'homme, dont les veines étaient déjà saillantes de colère, s'est précipité vers le gars afin de le détruire définitivement. Voyant cela, elle a immédiatement, sans hésiter une seconde, tiré. C'était un moment tendu, tout autour du gars se passait trop vite. Le type s'attendait à tout, mais bon sang, juste se baisser, comment ça lui sauverait la vie? Il ne comprenait pas du tout pourquoi cela était nécessaire, mais il n'y avait plus rien d'autre de toute façon, alors il écoutait. Pour ne pas voir ni entendre tout cela, il se couvrit simplement la tête avec ses mains, espérant que cela l'aiderait. L'homme s'arrêta lorsqu'il réalisa que quelque chose volait vers lui, quelque chose qui était clairement capable de lui tirer une balle dans la tête. Cela n'a pas vraiment fait de trou, cela lui a juste arraché la tête. Et puis le corps sans tête retomba, le combat était enfin terminé. Lorsque le garçon réalisa qu'il était vivant et que Simo ne représentait plus une menace pour lui, il dit que le chat aux 9 vies était tout simplement un miracle. Non, eh bien, elle lui a vraiment sauvé la vie. C'est vraiment une sainte personne. Elle a souri et a dit qu'elle n'était tout simplement pas indifférente et a rapidement dit au revoir avant de raccrocher. Alors qu'il était conscient, il savait qu'il devait aider tous ceux qui avaient souffert à cause de lui. Alors il a appelé une ambulance et a sorti tout le monde de cette chose, puis les a aidés à se déplacer vers un endroit. Lorsqu'il réalisa qu'il était le dernier à y parvenir, il sentit qu'il ne pouvait plus le supporter lui-même. J'ai ressenti de terribles vertiges et mon nez saignait. Après avoir aidé tout le monde, il s'assit à côté de sa fille bien-aimée, s'appuyant contre un arbre pour au moins expirer un peu. Mais soudain, une voix familière se fit entendre, ce qui ramena rapidement le gars à la raison. Quelqu'un lui demanda s'il avait tué Simo. Ce quelqu'un était l'assistant de Lee, qui, par miracle, savait toujours où se trouvait le personnage principal. Tout joyeux, il se releva de nouveau, avec difficulté et douleur, en utilisant pour cela un bâton qui lui tomba sous la main. Il a demandé à l'assistante de Lee de lui rendre service, et elle, en regardant le gars, a pensé que seuls les mangeurs de cadavres pouvaient encore bouger avec autant de fractures. C'était incroyable de voir comment il essayait encore de faire quelque chose, même si dans une minute elle devrait le tuer. Elle savait qu'on ne pouvait laisser quelqu'un comme lui en vie. Il n'y avait pas de bon mange-mort, il n'y en avait jamais eu et il n'y en aurait jamais. Elle s'est discrètement approchée derrière lui pour que la mort du garçon soit rapide et pas trop douloureuse. Alors qu'il était encore en train de faire quelque chose là-bas, libérant un jouet de cette toile et racontant quelque chose,
Sa mort pesait déjà sur lui. Il a dit quelque chose à propos de l'homme dehors qui lui demandait d'apporter un cadeau pour sa fille, mais l'homme n'était pas sûr de pouvoir vivre aussi longtemps, alors il espérait que l'assistant Lee le sauverait. Ce serait triste que l'enfant soit seul et sans cadeau pour son anniversaire. La main qui tenait le couteau tremblait. Comment pouvait-il encore y avoir quelque chose d'humain en lui? Le garçon a lancé le jouet pour que l'assistant de Lee le ramasse. Elle a immédiatement pris le petit lapin tout doux, et le gars s'est rendu compte qu'il n'avait plus la force de tenir le coup, plus du tout. Il tomba alors bruyamment sur la vitre du bus en expirant. Ce garçon avait traversé beaucoup trop de choses. Et pouvait-elle tuer? Non, absolument pas. Elle n'aurait tout simplement pas eu la force de tuer un homme qui était resté un homme de cœur jusqu'à la fin. Après un certain temps, une ambulance est arrivée et a emmené tous les blessés, dans l'espoir que les médecins pourraient les sauver. Les médias ont rapporté que la nuit précédente, à 18 heures, le bus 52 avait eu un accident faisant 2 morts et 5 blessés. La police enquête toujours sur les causes de l'accident, mais il est peu probable qu'elle en découvre la véritable cause. À ce moment-là, le médecin-chef conduisait les étudiants dans une salle où, selon lui, se trouvait un patient accidenté. Il souffrait de multiples fractures sur tout le corps et de lésions à la colonne vertébrale. De plus, le déplacement osseux avait percé l'oreillette droite et l'hémorragie interne était très grave. C'est grâce à lui qu'ils apprendraient à prendre soin d'un mourant. Le médecin a dit que l'état du garçon était complètement désespéré et que pour que les étudiants n'aient pas peur, ils devraient voir cela souvent. Le patient en question était notre personnage principal, qui, bon sang, après tant de blessures, faisait maintenant des pompes à un bras comme si de rien n'était. Le médecin pensa alors qu'il avait probablement fait une erreur avec les portes. Le garçon répondit que le médecin ne s'était pas trompé, qu'il s'appelait Zheng Jiuzhu et qu'il se sentait beaucoup mieux ce matin. L'infirmière, constatant qu'il pouvait déjà se lever, lui suggéra une rééducation. Le médecin lui a attrapé la tête sous le choc et a dit que c'était tout simplement impossible, car hier il n'y avait aucune chance de salut. Bien sûr, le gars ne comprenait rien lui-même, et le médecin, que les étudiants regardaient d'ailleurs étrangement, a dit que Zheng pouvait se reposer, qu'il en parlerait au médecin plus tard. L'un des étudiants, qui n'était apparemment pas un étudiant mais une infirmière, a discrètement rappelé au médecin qu'hier, en fait, c'était lui qui avait admis ce type. Le supérieur a ordonné à l'infirmière de parler plus doucement, car il n'aurait pas fait autrement. Que pouvait-il dire d'autre pour ne pas s'embarrasser devant tout le monde? Et le seul qui a tout entendu était le personnage principal lui-même. C'était étrange, car une personne ordinaire ne devrait pas être capable d'entendre ce que dit et qui dit de si loin, et aussi à voix basse. Soudain, son ouïe devint plus fine, ce qui fit que tous les mots et toutes les phrases que les gens disaient lui frappèrent la tête. Il décida de ne pas penser à ce qui lui arrivait, mais de simplement profiter du fait qu'il était encore en vie. Il devait maintenant examiner Xinshin. Le matin, il a découvert qu'elle était dans la chambre 606 et a commencé à se diriger dans cette direction jusqu'à ce qu'il entende que quelqu'un était déjà près de la chambre. Il a entendu le père de Xinshin parler à un type qui avait embauché le meilleur spécialiste pour elle, ce pourquoi le vieil homme l'a remercié. Jia Feng, c'était le nom du gars. Il s'est présenté au père de Xinshin quand il a dit qu'il devait partir et qu'il laissait la garde de sa fille à ce gars. Un jour, Xinshin a dit qu'elle était traquée par un homme riche et perdument amoureux d'elle. Peut-être serait-elle mieux avec lui? Elle est vraiment en danger avec le personnage principal, et ce vendeur l'a prévenu que quelque chose de terrible pourrait arriver. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas acheté cette coupe de chance, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Mais c'est stupide de croire à de telles choses, c'est le destin qui décide de tout. Le jeune aristocrate parlait de la façon dont il deviendrait certainement apparenté à l'avenir, et le garde qui se tenait à proximité semblait remarquer le personnage principal qui écoutait la conversation. Et il l'a vraiment remarqué et l'a immédiatement dit à son maître. En un instant, son expression changea et il commença à marcher droit vers Zheng, qu'il détestait de tout son cœur et de toute son âme. Et quand il s'est approché, il a frappé son poing avec irritation juste à côté de la tête du personnage principal, le faisant crier de choc. Il a crié sur Zheng parce que lorsqu'il a été admis à l'hôpital, il n'avait même pas eu de chance de survivre, et maintenant ce type se tenait devant lui comme si de rien n'était. Il a dit que cela n'avait pas d'importance et a demandé comment allait Xinshin. Puis ce pan pompeux a tapoté le gars sur le front avec son doigt, disant que lui et Xinshin étaient de mondes différents et que le gars ne devrait plus oser l'approcher. À cela, le personnage principal repoussa la main de l'autre avec la sienne et dit qu'il voulait juste savoir si tout allait bien pour elle, et que s'il ne répondait pas, le personnage principal vérifierait lui-même.
Le blond prit cela comme un défi, demandant quel droit un simplet comme Zheng Jiuzhou avait de le défier. Puis, sans ménager aucun effort ni effort sur le gars, il lui a donné un coup de pied si fort que Zheng ne pouvait même pas se tenir debout. Il s'est cogné la tête contre la balustrade et derrière lui il y avait des rampes. Puis le blond est revenu et l'a attrapé par la chemise d'hôpital, grognant que l'Ixen n'appartenait qu'à lui, et si Zheng ne pouvait pas entendre, la conversation serait différente. Il a dit que ce n'était pas une demande, mais un foutu ordre, sinon le personnage principal perdrait son nez, qu'il planterait là où il ne devrait pas. Pourquoi le protagoniste, qui avait vécu une telle horreur, aurait-il peur d'un coq comme ce blond? Eh oui, il n'y avait rien à craindre, alors il sourit et dit qu'il n'oserait même pas l'écouter, être d'accord avec lui, ou pire, lui obéir. Puis il lâcha la chemise du gars et souleva sa jambe, le poussant vers les escaliers. Puis le personnage principal, qui était déjà couvert de blessures, ayant vécu plus d'actions à cette époque qu'il n'en avait jamais vécu de toute sa vie, s'est envolé sur les rampes. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était une situation aussi cruelle. Ensuite, pour humilier encore plus le gars, le blond a dit que sa botte était sale et a ordonné au garde du corps de l'essuyer. Souriant au bruit de la chute du protagoniste, il a dit au garde du corps de dire que celui-ci avait simplement trébuché et était tombé dans les escaliers. Son visage était couvert de nouvelles ecchymoses et ses yeux étaient très rouges. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi il ne pouvait pas aimer, pourquoi il ne pouvait pas vivre, bon sang, profiter de la vie. Tout ce temps, il ne faisait que souffrir. Le blond comparait le personnage principal à un cafard sur son chemin qu'il pouvait écraser à tout moment. À la surprise du pan, le personnage principal s'est relevé. Il est tombé dans l'escalier et, bon sang, il s'est relevé. Il s'est relevé, c'était tout simplement impossible, mais il y est parvenu. Puis ils regardèrent tous les deux le gars sous le choc, ne comprenant pas comment il avait pu se lever. Et il en était capable, n'étant pas du tout une personne ordinaire, comme un homme blond, ayant des pouvoirs incroyables qui, comme alors, au combat, brûlaient de l'intérieur. Ses yeux brillaient de folie alors qu'il disait d'une voix incroyablement effrayante que, puisqu'il était déjà un cafard, c'était peut-être le pan qui devrait faire l'expérience de la peau de Zheng. Et à ce moment-là, il a monté tout l'escalier, s'élevant dans les airs au-dessus du propriétaire et du chien effrayé. D'ailleurs, le propriétaire se cachait déjà derrière le chiot, essayant de sauver sa misérable vie. Mais même si le garde du corps l'avait voulu, il n'en aurait pas eu le temps, car un poing avait déjà atterri sur la joue du blond. Et ce coup n'était pas simple, il était si fort que le blond vola en arrière de plusieurs mètres, et lui, sans rester en arrière une seconde, était à nouveau à côté de lui, juste devant le gars pathétique, puis enfonça sa main dans ses cheveux, les serrant fermement. Et puis il a dit quelque chose qui a fait froid dans le dos. Il a dit qu'il devrait peut-être écraser ce type comme un cafard, se débarrasser de cet esprit maléfique sur son passage. Eh bien, pourquoi pas?